source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Été 2001, Québec. La capitale nationale des Québécois vibre aux accents d'une fin d'été idyllique. Les amuseurs de rue font leur dernier tour de piste. Une foule séduite profite des derniers grands concerts publics. L'automne frappe à la porte. Au matin du 22 août, la ville de Québec est sortie de son euphorie estivale par la découverte d'un corps sur les rives de la rivière Saint-Charles. Le sergent-détective Sylvain Tremblay, du service de police de la Ville de Québec, est assigné au dossier. On reçoit l'appel, je vous dirais, vers 13 h en après-midi, à notre bureau. Un individu qui a été retrouvé dans la rivière Saint-Charles. Il y a beaucoup de sang sur la scène et puis tout ça semble très suspect, là. On se rend à ce moment-là, 2 enquêteurs sur les lieux, avec le SIJ pour voir la scène de crime puis évaluer le tout en partant. C'est la première job de l'enquêteur. Déterminer si c'est un meurtre ou si c'est un accident ou si c'est un suicide. Le service d'identité judiciaire délimite une large scène de crime. Méthodiquement, les policiers travaillent des limites du périmètre en allant vers le corps. Les divers éléments inventoriés à l'intérieur du périmètre indiquent tout de suite aux enquêteurs qu'il s'agit fort probablement d'un crime violent. Nous, en arrivant, on a agrandi la scène de crime de beaucoup parce que c'était évident que c'était un homicide. Et puis, la première scène de crime, en fait, est le palier supérieur où on voit qu'il y a eu de la bagarre parce qu'il y a des taches de sang par terre. On a la deuxième partie de la scène qui est le palier inférieur. C'est là que la victime est tombée. Mais en fait, on voit que ça s'est poursuivi en bas parce qu'en bas aussi, il y a une tache de sang, mais beaucoup plus grosse que sur le palier supérieur. Comme si quelqu'un avait saigné abondamment à cet endroit-là. La troisième scène de crime, en fait, ça devient la partie où le corps se trouve en bordure du mur qui longe la rivière. Sur la scène principale, naturellement, où se trouve le corps. On peut mettre les 3 scènes ensemble aussi. La scène supérieure, la scène inférieure et puis la scène où se trouve le corps. Les principales choses qui ont été trouvées, ce sont des traces de sang sur lesquelles plusieurs prélèvements ont été faits. Et ensuite de ça, on a trouvé des pilules qui étaient vraiment intégrées à la scène parce qu'ils étaient au travers des traces de sang. Et puis, plusieurs autres choses qui ont été récupérées, comme des mégots de cigarettes qu'on a envoyés à l'analyse pour essayer de déterminer l'ADN. Et puis, des canettes de bière. Le travail des enquêteurs va bon train, mais l'enquête du sergent-détective Tremblay va bientôt se compliquer. Je vous dirais, après 1 heure qu'on était sur la scène, on a reçu un téléphone qui est rentré à la centrale, nous informant que de l'autre côté de la rivière, on pouvait voir une toile qui ressemblait à une toile qu'il y avait aussi sur la scène. Une espèce de bâche qui était près du corps. Ça fait qu'on s'est déplacé, on est allé voir l'autre côté, puis on a fait un autre périmètre à cet endroit-là. Immédiatement, de visu, on pouvait voir que le morceau de toile qu'on avait sur la scène principale provenait à 99 % de l'autre toile sur le côté nord, à cause des découpures simplement qu'on pouvait voir sans faire d'analyse exhaustive. Là, on pouvait voir tout de suite que ça vient du même morceau de toile. À ce moment-là, on ne sait pas pour quelle raison on a un morceau qui est d'un côté et un autre morceau qui est de l'autre côté. Pendant ce temps, le cadavre, couvert d'une couverture, repose toujours en marge de la rivière Saint-Charles. Je suis descendu avec le technicien au SIJ pour prendre des photos, pour fouiller les poches de l'individu parce que, naturellement, il n'était pas identifié à ce moment-là.
pouvait déjà voir qu'il y avait des blessures au visage. La seule chose qui était trouvée dans les poches du jeune en question, c'est un billet d'entrée pour Expo Québec. C'est la seule chose qu'il y avait sur lui. Aucun papier d'identité, ni argent. Expo Québec est la foire annuelle qui a lieu chaque été en août dans le quartier populaire de Vanier, près du Colisée de Québec. Les policiers constatent que le corps n'a pas été transporté par les eaux de la Saint-Charles. En plus, ils remarquent que le niveau des eaux est anormalement bas. La Ville de Québec avait décidé de baisser la rivière Saint-Charles durant la nuit, mais à quel moment exactement le corps a été découvert par l'eau, que l'eau s'est retirée complètement, on ne le sait pas. On sait seulement que les 2 piétons qui ont passé là, vers 12h30, 12h40, eux ont aperçu le corps. Le corps était certainement là depuis au moins une douzaine d'heures dans l'eau. Et combien de temps il avait été découvert, on ne sait pas. Le détective Tremblay pense que le corps n'a pas dérivé après sa chute à l'eau. Le corps a été retrouvé exactement en ligne avec les taches de sang, les pilules, et puis ça correspondait. On voit qu'il n'est pas tombé sur l'eau pour flotter un bout, il est vraiment resté là. Peut-être que le niveau était déjà juste à 2 pieds ou quelque chose comme ça. Puis il est resté vraiment ancré dans la boue. Il était très sale parce que la rivière étant quand même assez polluée, quand l'eau a descendu, ça laissait beaucoup de traces noires. Et puis il y avait sa chemise qui était presque arrachée de sur son corps, qui tenait seulement après un bras. Et puis c'est un jeune qu'on pouvait voir qui était très mince, là, pas très grand. On le plaçait plus autour de 20-22 ans. L'enquête révèle bientôt que la Ville de Québec a procédé à un assèchement de la rivière dans le cadre de grands travaux d'aménagement des berges de la rivière Saint-Charles. Quand on a commencé le projet de renaturalisation des berges et de dépollution de la rivière, on a procédé pour des périodes beaucoup plus longues durant l'ensemble des travaux, durant près de 4 ans, surtout en période estivale, à un abaissement volontaire du niveau de la rivière en ouvrant les vannes du barrage Samson. Situé en aval de la scène de crime, le barrage Samson est un des principaux ouvrages qui aident à maintenir un niveau d'eau constant dans la rivière Saint-Charles. Le barrage sert aussi à garantir l'alimentation en eau d'une papetière installée en aval. Lorsque le débit de la rivière est réduit par les portes électriques du barrage, l'impact sur le flot est considérable. Les effets se faisaient sentir sur près de 5 km de distance. Et selon les secteurs de la rivière, avec la pente du fond du lit de la rivière, la rivière passait d'une largeur de 40 à 50 mètres à une dizaine de mètres de large et avec quelques pieds d'eau seulement dans le fond de la rivière. Hubert Desgagnés est un ancien membre d'une unité de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne basée à Québec. Il connaît très bien la rivière Saint-Charles. Bien, règle générale, lorsqu'il y a une noyade, le corps coule à peu près à l'endroit où la noyade se produit. Et là, il faut attendre que le processus naturel de décomposition d'un corps fasse son œuvre pour que le corps reflotte et refasse surface. Donc, en été, l'eau d'une rivière va facilement atteindre à Québec 22, 23 degrés. Ça dépend si l'été a été très chaud. Et à ce moment-là, le processus de décomposition va être très rapide, ce qui fait qu'un corps, après 3 jours, peut remonter à la surface, contrairement au printemps où ça peut facilement prendre 7, 8 jours avant qu'un corps fasse surface. Donc, c'est la différence qu'on peut dénoter. Et une fois qu'il est à la surface, bien là, à ce moment-là, oui, il va dériver, mais à la vitesse du courant. Si le courant est pratiquement nul, le corps peut facilement rester là plusieurs heures, voire une journée ou deux, ou dériver de quelques centaines de mètres par jour, tout dépendamment du moment de l'année et qu'est-ce qu'on fait avec le barrage. 2 éléments se dégagent de l'enquête. Premièrement, le débit de la rivière, même avec l'aide du barrage Samson, était trop lent pour emporter le corps. Deuxièmement, la procédure d'assèchement explique que le corps soit resté sur la berge. Mais alors qu'il s'apprête à transporter le corps à la morgue, le sergent détective Tremblay reçoit une nouvelle information.
J'ai reçu un téléphone m'informant qu'un jeune avait été porté disparu à la Sûreté municipale de la Haute-Saint-Charles et que peut-être ça pourrait correspondre à notre victime. Les vérifications ont été faites avec les policiers de la Haute-Saint-Charles qui nous ont donné une description. Et puis, ça venait là, amplifier là, l'hypothèse que c'était probablement ce jeune-là qu'on venait de retrouver à cause de la description des vêtements et surtout de sa chemise. Et à partir de là, on pouvait penser que ça correspondait à la plainte de disparition que la mère de la victime avait portée. Même basée sur la description du corps de la rivière Saint-Charles, l'identification sommaire doit tout de même être rigoureusement confirmée. Se pourrait-il que le disparu soit la personne retrouvée sur la rive boueuse de la Saint-Charles? Le 22 août 2001, en bordure de la paisible rivière Saint-Charles, dans le Vieux-Québec, on retrouve le cadavre d'un jeune homme sans papier d'identité. L'hypothèse d'un meurtre est tout de suite retenue. La scène de crime, qui s'étend sur 3 paliers en bordure du cours d'eau, est maculée de sang, évidence d'une mort violente. Le périmètre de sécurité est très vaste, englobant les 2 rives de la Saint-Charles. Au moment d'acheminer la victime à la morgue, l'enquêteur Sylvain Tremblay reçoit un appel qui pourrait faire la lumière sur l'identité du jeune homme. Un avis de disparition a été lancé en banlieue de Québec et les policiers enquêtent. Je me suis rendu avec un autre enquêteur dans l'après-midi, rencontrer les parents de la victime, c'est-à-dire, et puis tout concordait là, presque en tout point de vue là, par rapport à la description des vêtements surtout. La victime est donc formellement identifiée. Il s'agit de Charles Tremblay, âgé tout juste de 15 ans. À partir du moment où on est sûr de l'identité, bien, on commence à vérifier les dernières 24 heures, par exemple, de la victime pour essayer de reconstituer qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là que la mère nous a expliqué qu'en fait, la veille, elle était allée mener son fils à l'Expo Québec et puis qu'elle ne l'avait pas revu depuis ce moment-là. Alors, les 2 premières personnes qu'on a rencontrées suite à ça, suite à la famille, ce sont ces 2 amis avec qui il s'était rendu à Expo Québec. Les 2 amis de Charles sont également âgés de 15 ans. Les policiers remarquent rapidement que leur version des faits est incohérente. Ces 2 jeunes-là qu'on a rencontrés dans l'après-midi ou en début de soirée nous ont donné une version mensongère au début parce qu'ils voulaient cacher les faits qu'ils s'étaient rendus au Corée-du-Ville pour acheter des stupéfiants. Les 2 adolescents tentent en effet de camoufler leurs agissements. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. C'était très, très simple comme explication. Par contre, on avait des doutes parce qu'il y avait des petits bouts là, qui se contredisaient un et l'autre là, par rapport au moment où Charles était allé puis à l'heure qu'il l'avait perdu, en fait. C'est par la suite, avec des discussions avec la mère, qu'on a eu la puce à l'oreille à l'effet qu'il nous en manquait des bouts là, par rapport aux versions de ses 2 amis. En effet, la soirée à Expo Québec s'est passée tout autrement. Par l'entremise d'une amie des 3 adolescents, la mère de Charles apprend ce qui s'est vraiment déroulé et en informe les enquêteurs. En fait, cet ami-là de la victime avait parlé entre-temps avec un des 2 jeunes qui s'était rendu à Expo Québec. Et c'est un des 2 jeunes qui lui avait dit qu'en fait, c'est au Corée-du-Ville qu'il avait perdu toute trace de Charles. Cette nouvelle information surprend un peu les policiers, puisque la place Diouville est située à plusieurs kilomètres d'où la dépouille de Charles a été retrouvée. Située au cœur du quartier latin, la place Diouville est un véritable carrefour pendant les belles journées d'été. Lieu de plusieurs manifestations culturelles d'envergure, il est aussi le point de ralliement d'une jeunesse bigarrée, en quête d'émotions fortes. Ça nous a amené à rencontrer à nouveau ces 2 amis et leur expliquer le sérieux de la chose, qu'on enquêtait pour un meurtre et puis que c'était important d'avoir la vérité, que même s'il y avait des petites choses, parce qu'on voit souvent ça dans les enquêtes, quand ça relie un peu la drogue, les gens essayent de cacher ça, de garder ça de côté puis de manipuler un peu la vérité. La nouvelle version des faits des 2 adolescents révèle des circonstances bien différentes de celles de la version originale. En fait, il avait passé l'après-midi à Expo Québec avec Charles.
Vers 18 h, il s'était rendu au Carré Diouville dans le but d'acheter du PCP. Le PCP était très en vogue à Québec au moment du crime. Il s'agit d'une drogue synthétique qui se présente sous forme de poudre cristallisée. On peut aussi l'inhaler, le fumer en joint avec du tabac ou de la marijuana. Ses effets sont similaires aux effets des hallucinogènes ou des anesthésiques. Une fois arrivés à la place Diouville, les 3 adolescents cherchent un revendeur. C'est à cet endroit-là qu'ils ont rencontré un individu qu'ils connaissaient déjà, qui, lui, leur a présenté l'individu avec qui ils pourraient négocier pour acheter du PCP. C'est Charles qui est parti avec cet individu-là, parce que c'est lui qui avait l'argent des 3 jeunes pour acheter la drogue en question. À ce moment, il est à peu près 20 heures. Les 2 adolescents racontent aux policiers être restés longtemps sur place à attendre le jeune Charles. Puis après ça, eux l'ont attendu pendant au moins 2 heures ou 3 heures au Carré Diouville. Il n'est jamais revenu. Alors, ils ont pris l'autobus puis ils ont quitté tout simplement pour retourner chez eux. Les petits revendeurs de drogue de la place Diouville sont bien connus des policiers. Les agents de la police de la ville de Québec se rendent donc sur place avec l'intention de retracer le revendeur que les 3 jeunes ont d'abord rencontré. On avait une description précise, son surnom qui était Beef, et puis une description précise aussi de l'autre individu que Beef avait présenté aux jeunes pour acheter leur PCP. C'était une description qui était assez particulière parce que le suspect, en fait, avait un mohawk qu'on dit bleaché, là, un peu jaune, blanc, jaune, et puis un barbel entre les 2 yeux qui était une pine ici avec 2 boules. Là. Ça fait que c'était assez particulier comme description. Lui qui portait le surnom de Beef était bien connu des policiers. Ils l'ont localisé tout de suite, sont allés le voir, puis ont commencé à l'interroger sur ça. Et puis, au moment où il parlait avec ce premier individu-là, le suspect en question s'est présenté, lui aussi, au Carré Diouville. C'est le Beef en question qui a dit aux policiers, « Il est justement là, c'est lui le gars que j'ai présenté aux 3 jeunes. » L'individu en question ne porte plus son spectaculaire mohawk du soir précédent, mais Beef n'a aucune peine à l'identifier aux policiers. Naturellement, on n'avait pas un motif d'arrestation immédiatement. Il était en état d'ébriété assez avancé, si bien qu'il refusait de s'identifier, il refusait toute collaboration. Les policiers tentent de questionner l'individu, mais celui-ci refuse et la situation dégénère rapidement. Il y a un échauffouré assez sévère qui s'en est suivi. L'individu se débat à tel point que les enquêteurs doivent utiliser du poivre de Cayenne afin de le maîtriser. Finalement, il est mis en état d'arrestation pour refus d'identification et pour ivresse. Une fois à la centrale, les policiers obtiennent son identité. Il s'agit de Jean-René Cyr, un personnage connu des policiers avec une filière bien garnie. Son état d'intoxication est tel que les enquêteurs attendent au matin pour l'interroger. On a interrogé cet individu-là longuement, sans réussir à avoir de déclaration incriminante de sa part. Mais il est évident qu'il devenait un suspect important parce que, à partir de ses réponses qu'il nous donnait, ça ne tenait pas debout. On voyait qu'il nous cachait des choses qui étaient importantes. Bien, en fait, il avait changé son look, il avait coupé son mohawk, puis il avait enlevé le barbel qu'il avait entre les 2 yeux. Et l'information qu'on a eue par la suite, c'est que, justement, durant la journée, dans une toilette d'un restaurant près du Carré Diouville, il avait été se raser son mohawk à cet endroit-là. Et tout ça nous donnait un peu un comportement, en fait, suspect. Il avait été s'inscrire à Allostop pour avoir un lift pour
le Saguenay. Pour nous autres, c'est un comportement suspect parce que déjà, il voulait fuir, il a changé son allure, il voulait quitter. L'interrogatoire de Cyr ne révèle rien d'autre, même si plusieurs indices semblent vouloir l'incriminer. Légalement, le service de police de la Ville de Québec peut mettre Cyr en garde à vue pendant 24 heures. Au-delà de ce délai, s'il n'est pas inculpé, on doit le relâcher. Le temps presse. Le sergent détective Tremblay trouvera-t-il un motif pour garder Cyr sous verrou pendant qu'il poursuit son enquête? Le 22 août 2001, on retrouve le cadavre d'un jeune homme sans papier d'identité. L'hypothèse d'un meurtre est tout de suite retenue. L'enquête révèle que la victime s'appelle Charles Tremblay, 15 ans. Les policiers apprennent que le soir précédent, Tremblay s'est rendu sur la place Duville afin d'acheter du PCP. Il y aurait rencontré un certain Jean-René Cyr. Cyr est appréhendé, mais les policiers ne trouvent aucun motif de le garder sous verrou. Comme le détective Tremblay se doute que Cyr a un lien avec la mort du jeune Charles, il cherche une justification pour garder Cyr sous arrêt. Comme toujours, dans de tels cas, une recherche des enquêtes en cours est entreprise. 2 ou 3 semaines avant l'événement, l'ex-ami de cœur du suspect avait porté une plainte d'effraction contre lui suite à une chicane. Elle l'avait mis dehors de son appartement. Et par la suite, une couple de jours après, le suspect s'était introduit par une fenêtre alors qu'elle était dans son appartement. Elle a fait des menaces de mort à son ex-conjointe. Alors, tout ça mis ensemble faisait qu'on pouvait le garder au frais, le temps de continuer notre enquête puis d'accumuler des preuves pour peut-être pouvoir l'accuser plus tard. C'est l'événement qui nous a permis, en fait, de le détenir pendant 1 mois. Entre-temps, les résultats de l'autopsie conduite sur la dépouille du jeune Charles confirment ce que les policiers savent déjà. Il y a un enquêteur qui s'est rendu à Montréal. Lui nous donne un retour, même avant d'avoir le rapport officiel, à l'effet que les causes premières du décès, c'était la noyade. Mais il nous a donné un peu la description de ses blessures, dont une fracture du crâne qui était très importante. Les enquêteurs pensent que la fracture du crâne de Charles est explicable du fait de la hauteur d'un muret qui sépare les 2 parties bétonnées de la scène de crime. Charles serait tombé ou aurait été précipité en bas de ce muret. Le pathologiste ne pouvait pas se prononcer officiellement à l'effet de savoir s'il serait décédé de la fracture du crâne ou s'il aurait survécu. Naturellement, s'il y avait eu des soins immédiats qui avaient été transportés à l'hôpital, c'est difficile à dire, mais la chose officielle, c'est qu'il était décédé de noyade parce que ses poumons étaient remplis d'eau. Le lendemain de la découverte du corps de Charles, les enquêteurs reçoivent une autre information importante. Un sac à dos a été retrouvé sur la rive opposée à celle de la scène de crime. Il y a un individu qui a trouvé un sac à dos avec un téléphone cellulaire dedans. Et quand il a entendu parler aux nouvelles de l'événement, il nous a appelés pour nous informer de ça. Et le sac à dos-là, effectivement, appartenait à la victime parce qu'on l'a fait identifier immédiatement par les parents. Ça confirmait, en fait, qu'il s'était passé quelque chose aussi de l'autre côté de la rivière. Là, on avait maintenant la toile, le morceau de toile, et puis le sac à dos, avec à l'intérieur un téléphone cellulaire. Ce téléphone cellulaire-là appartenait à un monsieur Bouchard, et puis a été relié aussi au suspect, parce que monsieur Bouchard avait porté une plainte déjà pour le vol de son cellulaire et laissait entendre que possiblement c'était le suspect de notre dossier qui lui avait pris parce que la veille du meurtre, le suspect était chez lui. Les enquêteurs découvrent que Cyr a une obsession particulière qui pourrait le relier à d'autres méfaits. On l'a découvert parce que plusieurs personnes nous ont informés de ça, avec comme un peu une manie de s'accaparer des cellulaires qui traînaient un peu partout. Je ne sais pas si vous voulez se donner de l'importance avec ça, mais il y avait souvent 2 cellulaires sur lui. Comme quand on l'a arrêté, d'ailleurs, il y avait 2 cellulaires sur lui qui lui appartenaient pas. Il avait l'habitude de ramasser des cellulaires et puis de les vendre ou de les faire disparaître. Le cellulaire devenait aussi une preuve importante dans le dossier
parce que, en fait, on était capable de le relier, le sac à dos de notre victime, avec notre suspect en passant par le cellulaire. Armé d'une photo de Jean-René Cyr, datant de son arrestation, sans son fameux mohawk, les policiers veulent faire identifier le suspect par leurs principaux témoins, les 2 amis de Charles Tremblay. Les 2 amis de Charles ont identifié clairement cet individu-là comme étant celui qui avait quitté le Corée-du-Ville avec la victime. Et puis, on a su que cette personne-là, le suspect, demeurait en chambre à l'Armée du Salut. Les enquêteurs se rendent au refuge de l'Armée du Salut à Québec, l'Aube-Rivière. Ils y rencontrent Louis Vézina, un témoin très coopératif. Monsieur Vézina nous a informé que la veille, dans la nuit du meurtre, il y a un résident de l'Armée du Salut, Monsieur English, qui lui avait raconté qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il ne lui avait pas donné de détails. Qu'il était avec Jean-René Cyr, qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il était presque en état de choc. Avec le témoignage de Vézina, les enquêteurs tiennent enfin une piste plus que sérieuse. Monsieur Vézina nous a emmené beaucoup d'éléments. Une partie de la preuve était par rapport aux pilules qui avaient été retrouvées sur la scène, parce qu'on a pu relier cette sorte de médicament-là au suspect pour qu'il les vende là, un peu comme de la drogue. Ils appellent ça des pinottes, pour qu'ils les vendent 5 $ l'unité au Corée-du-Ville. On pouvait identifier ces pilules-là, Rivotril et Désirel, les 2 médicaments en question. Le Rivotril est un anticonvulsif et un anxiolytique, souvent prescrit pour traiter l'épilepsie. Le Désirel, lui, est un antidépressif. Naturellement, il fallait attendre d'avoir le résultat officiel d'analyse, là. Mais déjà là, on pouvait dire que les pilules correspondaient à ce que M. Vézina s'était fait subtiliser par le suspect. Ça devenait une preuve circonstancielle importante parce qu'on les reliait encore une fois au suspect. La fouille de la chambre de Cyr à l'Armée du Salut révèle aussi plusieurs indices intéressants qui pourraient le placer sur la scène du crime. Où on a trouvé sa tente qui était accrochée pour fin de séchage. Là. On voyait qu'il y avait une petite tente là, qui avait servi. Et puis, c'est tout ce qu'on a trouvé là, dans sa chambre qui pouvait corroborer une partie de l'histoire, en fait. Parce que par la suite, on a su que le suspect avait l'habitude d'aller se tenter sur les bords de la rivière Saint-Charles. Ça venait corroborer cette partie-là. C'est une information qu'on avait eue de son ex-ami de fille. Mais le témoignage de Vézina est particulièrement utile aux policiers, puisqu'il les met sur la piste de Danny English, celui qui raconte à Vézina que quelque chose de grave est survenu avec Jean-René Cyr. English fait partie de la faune de la place Diouville. Il est connu des milieux policiers. L'inspecteur Doris Pagé mène l'interrogatoire d'English. Monsieur Danny English, lorsqu'on nous sommes allés le chercher au domicile de son ami de cœur, il n'était pas intoxiqué. Il était lucide et il semblait en état normal, là, disons. Par contre, lorsqu'ils se sont rencontrés à l'Armée du Salut, selon les propos de M. Vézina, English était intoxiqué, puis il était stressé, peut-être de par ce qui venait de se passer. Là. Le détective Pagé pense que Danny English serait peut-être le seul témoin oculaire du meurtre de Charles Tremblay. Mais son état d'intoxication le soir des événements rend la tâche de l'enquêteur Pagé très difficile. En plus, s'il raconte ce qu'il sait, English craint les représailles de Cyr. Ça a pris du temps avant qu'il commence à nous expliquer qu'il était en compagnie de Jean-René Cyr et d'un jeune et que le suspect... Ce qu'il nous disait, c'est qu'il avait été intoxiqué beaucoup, que le suspect le fournissait en pilule. English raconte au détective Pagé comment il s'est joint à Jean-René Cyr et au jeune Charles au moment de quitter la place Diouville.
Ils se suivaient donc les trois. Là, ils disaient qu'il y avait de la difficulté à se souvenir des fois des petits bouts, des moments. Par contre, ils nous avaient verbalisé le trajet qu'ils ont pris, qui longeait la rivière Saint-Charles à Québec. Malgré ses souvenirs embrouillés, English révèle comment la suite des événements prit alors une tournure sinistre. Il y avait une négociation qui était en rapport avec l'achat de stupéfiants. Et il relatait que le suspect n'était pas content de la négociation que le jeune tentait de lui imposer ou d'un offre peut-être de montant d'argent, là, essentiellement. Là, je crois que ça traitait de ça, là, les paroles que M. English nous avait rapportées. Et que justement, le suspect Jean-René Cyr s'était fâché là, un petit peu. À un moment donné, le suspect aurait pris la victime à la gorge. Il aurait donné des coups de poing. La victime se serait ramassée au sol. Il y aurait eu des coups de pied qui auraient été donnés. Et par la suite, le suspect aurait jeté le corps du jeune par-dessus les rampes qui sont sur le bord de la rivière Saint-Charles. Et M. English aurait vu le suspect descendre. Il y avait comme une descente. Il a vu le suspect descendre vers comme la rivière. Et là, lui a décidé de quitter. Donc, c'est ça. Effectivement, il y avait une négociation qui a un peu mal tourné. C'est un petit peu le mobile, dans le fond, là, du crime. Selon les propos de M. English, la victime était inconsciente lorsqu'il l'aurait jeté par-dessus le garde-fou. C'est à peu près, essentiellement, ce qu'il avait verbalisé dans une déclaration. Et aussi, on pouvait déceler qu'il y avait comme une crainte. Avec Danny English, les policiers obtiennent un témoignage clé. Pour la première fois, ils apprennent ce qui est advenu de Charles Tremblay entre le moment où il quitte la place Diouville et sa fin tragique. On a fait une déclaration écrite qu'on appelle KGB. En fait, c'est une déclaration qui est assermentée devant un commissaire à l'assermentation ou, quand c'est possible, devant un juge de paix. Et elle aurait techniquement, lorsqu'elle est acceptée, la même valeur qu'un témoignage à la cour. Avec la preuve circonstancielle importante et le témoignage de Danny English, même intoxiqué, les policiers attendent maintenant le retour des analyses du sang prélevées sur la bâche retrouvée sur les lieux du crime. Cette dernière preuve pourrait sceller le sort du suspect, Jean-René Cyr. On ne pouvait pas dire que le sang était arrivé là avant l'événement ou après, sauf que l'enquête par la suite... suite à l'arrestation, tout ça, on pouvait voir, puis il y a des témoins qui nous l'ont dit aussi, que le lendemain de l'événement, le suspect avait des blessures aux jointures. Ça fait que ça se peut aussi que ça provenait du soir de l'événement, comme ça pouvait peut-être faire une semaine. Si, admettons que le sang était là sur cette bâche-là depuis une semaine, mais ça nous mettait quand même le suspect sur la scène de crime. L'analyse préliminaire des échantillons de sang trouvés sur chaque pièce de bâche confirme qu'il s'agit du sang d'une seule et même personne. Si son sang qui est dessus, ça fait qu'il faut qu'il y ait une raison pour laquelle on la trouve, ce morceau de toile-là, avec son sang sur la scène de crime, où est retrouvé un individu décédé avec qui il a quitté le Corée Diouville la veille, là. Par contre, seule une analyse d'ADN peut déterminer hors de tout doute s'il s'agit du sang de Jean-René Cyr ou de celui de Charles Tremblay. Toutes ces preuves circonstancielles suffiront-elles à convaincre un jury? La bâche tachée de sang trouvée près du corps de Charles livrera-t-elle son secret avant que Cyr ne soit relâché? L'inspecteur Tremblay et son équipe réussiront-ils à le faire condamner avec quelques gouttes de sang? Le 22 août 2001, on retrouve le cadavre d'un jeune homme, Charles Tremblay. Le corps a été retrouvé sur les berges de la rivière Saint-Charles. À l'époque, des opérations d'assèchement de la rivière, menées par la Ville de Québec, coïncident avec le drame. Un important témoin, Danny English, est identifié et interrogé. Les policiers apprennent que le soir précédant sa mort, Tremblay s'est rendu près de la rivière avec un dénommé Jean-René Cyr.
La dernière fois qu'English a aperçu la victime, Cyr le tabassait sans ménagement. Le jeune Charles Tremblay n'a jamais été revu en vie. Pour les enquêteurs, la raison derrière la querelle qui mène au meurtre reste mystérieuse. Il l'a battu, il l'a étranglé, il a des coups de pied, coups de poing. Il l'a tiré en bas. On peut dire, il l'a tiré en bas, il est tombé en bas, là. C'est embêtant. Hormis le tempérament brutal de Cyr, les policiers n'arrivent pas à établir le mobile de son geste. C'est embêtant, ça, là, mais il y a quand même un garde-fou d'à peu près 4 pieds de haut. Là. Si le jeune tombe en bas, là, c'est parce que vraiment, il a été poussé en bas. Puis tout ça dans le même élan. Tout de suite après ça, l'autre descend, parce que c'est comme une descente, c'est pas des escaliers, c'est une descente comme un peu pour les vélos. Il descend, il fait le tour, parce qu'il faut qu'il marche au moins 70 pieds, une trentaine de mètres avant de retourner au corps. Puis ensuite de ça, le tir à l'eau. C'est dans sa folie, dans sa violence que tout ça s'est fait. On va dire si simplement il avait l'intention de le tuer, mais tu peux pas avoir l'intention si tu fais ça. Tirer quelqu'un inconscient à l'eau, c'est sûr qu'il va décéder. Le sergent détective Sylvain Tremblay utilise des traces de sang laissées sur les lieux d'un autre crime où on soupçonne Cyr. Au moment de l'entrée de Cyr chez son ex-petit ami, ce dernier s'était coupé sur du verre, laissant derrière lui une précieuse source d'ADN. C'est cet échantillon que le laboratoire de police compare avec celui de la bâche pour essayer d'inculper Cyr. En 2001, la génétique moléculaire et l'analyse de l'ADN ne sont pas aussi avancées qu'aujourd'hui. C'était assez long. Ça a pris, je vous dirais, 3 semaines avant d'avoir les résultats d'ADN, parce qu'on remonte jusqu'en 2001. Déjà là, c'était plus long, les analyses, et puis je sais qu'on a fait des pressions au laboratoire pour activer le dossier, parce que c'était important, naturellement. On attendait après ça. C'était un peu la cerise sur le sundae qui nous a permis d'accuser notre suspect. Finalement, les analyses reviennent positives et confirment ce que les enquêteurs soupçonnaient. Et c'est la journée même qu'on a eu le retour d'ADN que le procureur a donné le OK pour porter les accusations. C'était très important, d'ailleurs, tout a joué autour de ça au procès. Ça nous permettait de mettre ses lieux, ce qui est très, très important dans le dossier, qui est la preuve principale, en fait, dans le dossier. L'ADN du suspect sur les lieux, sur la scène des crimes. Avec tout ça mis ensemble, c'est des morceaux de casse-tête un peu, qu'on peut dire. Là. Quand on met tout ça ensemble, bien, ça devient une évidence là, que notre suspect, c'est celui qui a été arrêté et accusé dans le dossier. Même si les deux échantillons de sang sont identiques, celui de la bâche et celui prélevé sur la fenêtre brisée, l'inspecteur Tremblay veut éliminer tout doute possible quant à sa preuve d'ADN. À partir du moment où on a eu les résultats du laboratoire, on a sorti un nouveau mandat de prélèvement sanguin pour aller recueillir l'ADN du suspect. C'est un technicien, en fait, qui se rend au centre de détention et qui fait un prélèvement sanguin sur le suspect. Et ça, c'est retourné au laboratoire. Mais à ce moment-là, c'était très rapide. Là, avant qu'il fasse le match, j'ai dit « OK, ça correspond, c'est bien ça ». Mais il n'y avait aucun doute à ce moment-là de l'identité du suspect. La procédure judiciaire se met en branle. Mais le procès vient à peine de commencer qu'un incident imprévu vient tout compromettre. Le premier procès, après 2 semaines de procédure, a avorté parce qu'il y a une des jurys qui a prétendu avoir reçu des menaces. Tout ça a fait que le procès a avorté. Aussitôt lancée, la procédure contre Cyr se trouve mise à mal. L'avocat de Cyr en profitera-t-il pour faire rejeter les accusations qui pèsent contre son client? Août 2001, on retrouve le cadavre d'un jeune homme de 15 ans, Charles Tremblay, sur la rive asséchée de la rivière Saint-Charles. Les policiers apprennent que le soir précédent, la victime a été vue avec Jean-René Cyr,
un homme avec un penchant pour la violence. L'enquête utilise l'ADN de quelques gouttes de sang pour prouver que Cyr est le meurtrier. Le premier procès avorte lorsqu'une des jurées révèle avoir été l'objet de menaces. Mais ce n'était pas vrai. En fait, c'est une invention de la part du jury qui a été accusé d'entrave au travail des policiers. Un autre procès doit être organisé avec un nouveau jury. Même à cette occasion, la couronne n'est pas au bout de ses peines. Danny English, là, il a viré vraiment son capot de bord, si je peux prendre cette expression-là, et puis est venu affirmer à la cour que ce qu'il avait écrit dans ses déclarations, c'était les policiers qui l'avaient forcé à écrire ça. Définitivement, parce que Danny English connaissait le suspect. Lui, il savait que c'était un individu très violent. Et puis, on a toujours senti beaucoup de crainte de la part du témoin English par rapport au suspect. C'est ce qui l'amenait aussi rébarbatif là, à collaborer avec la police. La couronne tente de discréditer la nouvelle version des faits d'English. La Cour autorise même le procureur à le traiter en témoin hostile, alors qu'il était le témoin vedette de la poursuite. Les jurés ne l'ont pas cru parce que cette nouvelle attitude-là du témoin n'a pas été acceptée. Finalement, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait écrit, ça a été pris comme preuve, même si lui prétendait dans un deuxième procès que tout ça, c'était mensonger. Au terme du procès, malgré la grande violence du crime, les policiers sont étonnés par la teneur de la sentence. En fait, ce qui a amené l'accusation de meurtre au deuxième degré à être fondée et à être acceptée, c'est l'effet que la victime est morte par noyade. Parce que suite à l'altercation, la victime a été battue sévèrement. On ne peut pas savoir si, lors de la chute, il serait décédé, ce qui aurait pu devenir un homicide involontaire. Parce que si la personne tombe durant une bagarre, on ne peut pas penser que l'autre avait l'intention de le tuer, mais le fait que le suspect est descendu sur le palier inférieur pour prendre le corps, qu'on peut penser à 99 % était inanimé à ce moment-là, et tiré dans la rivière, fait que là, il avait vraiment l'intention de le tuer parce que lancer quelqu'un qui est sans connaissance dans l'eau, naturellement, à 100 % va se noyer. Là. Finalement, un des éléments incriminants a été un banal morceau de bâche que le suspect lui-même a laissé près du corps sans vie du jeune Tremblay. Une simple pièce de toile, maculée du sang du meurtrier, a suffi. L'hypothèse probable, on peut penser que suite à l'événement, suite au meurtre, le suspect a quitté les lieux de la scène principale avec le sac à dos de la victime et puis s'est dirigé pour traverser du côté nord de la rivière. En marchant, il a laissé le sac à dos et le cellulaire sur la promenade du côté nord. Et puis là, il est allé se tenter sur le morceau de toile. Naturellement, lui, quand il s'est réveillé le matin, lui ici, il a vu que la rivière avait baissé et qu'on pouvait voir le corps. L'hypothèse qu'on retenait, c'est que c'est là qu'il a décidé de découper un morceau après sa bâche pour aller recouvrir le corps pour qu'il n'y ait personne qui le voie. Lorsqu'il est arrivé dans le secteur du corps, étant donné qu'il y avait déjà des citoyens ou des promeneurs, il a simplement abandonné la toile là qu'on retenait de plus plausible. C'est pour ça qu'il a dû retourner ses lieux avec un morceau de toile pour essayer de le lancer sous le corps pour pas que personne ne le voie. Mais malheureusement, il était obligé d'abandonner ce projet-là parce qu'il devait avoir du monde autour. Les enquêteurs pensent que si le meurtrier avait fait attention au niveau d'eau de la Saint-Charles, il aurait probablement fait en sorte que sa victime dérive plutôt qu'elle ne s'échoue. L'accusation contre le suspect est une accusation de meurtre au deuxième degré, pour lequel d'ailleurs il a été reconnu coupable et a eu une sentence de 14 ans de prison. Au bout du compte,
les eaux dormantes de la Saint-Charles ont peut-être permis au jeune Charles d'obtenir justice. Une fois encore, l'eau aurait pu être la complice parfaite. Que le meurtrier s'en tire, il n'aurait fallu, somme toute, qu'un peu plus d'eau.